Moi, je pense que si on entend par démocratie ce que nous connaissons sous ce nom, c'est-à-dire un régime politique fondé sur la représentation élective et la représentation gouvernementale de la masse des gens par un petit nombre de politiciens généralement professionnels au bout du compte, cette formule convient parfaitement au capitalisme. Je ne vois aucune contradiction. D'ailleurs, s'il y avait contradiction entre les deux, il y aurait belle lurette que nous le saurions. Or, nous voyons parfaitement que la démocratie, en ce sens-là, n'est prospère que, précisément, sans aucune exception, que dans les pays du capitalisme développé, du capitalisme le plus avancé. L'hypothèse la plus raisonnable, c'est qu'il n'y a aucune espèce de contradiction entre la démocratie prise sous cette forme et le déploiement du capitalisme lui-même, mais qu'au contraire, c'est la forme la plus appropriée à son développement. Et cela pour une raison fondamentale, c'est que la conception de la décision politique dans la démocratie électorale et parlementaire est réduite en ce qui concerne les larges masses des gens à une action individuelle dérisoire, de voter une fois tous les 3 ou 4 ans. Et c'est ça qui constitue les fondements et la légitimité de l'État. Cette légitimité est évidemment extraordinairement fragile, faible. Elle n'empêche nullement qu'une oligarchie dirigeante, composée pour part de politiciens professionnels, pour part et surtout des propriétaires véritables de l'industrie, du commerce, de la grande circulation monétaire planétaire, etc., soit en fait le véritable centre de décision. Donc, ou bien démocratie signifie, à la fin des fins, autre chose. Mais alors il faut dire quoi? Ou bien ça signifie le dispositif constitutionnel que nous connaissons dans les pays capitalistes développés, et tout montre qu'il n'oppose aucune barrière, bien au contraire, au développement du capitalisme lui-même. D'ailleurs, déjà Marx, examinant ce qu'étaient les gouvernements anglais ou français, les gouvernements des pays les plus avancés, disait que c'était un ensemble de fondés de pouvoir du capital. Comment désigner autrement nos gouvernements d'aujourd'hui? Ils passent leur temps à nous expliquer que, vu les nécessités économiques, mais les nécessités économiques, on sait qui les incarne, on sait d'où elles sortent et ce qu'elles sont, vu les nécessités économiques, ils ne peuvent pratiquement rien faire. Ils sont donc véritablement des fondés de pouvoir, en plus de ça, d'une certaine mesure, sans pouvoir, des fondés d'un pouvoir du capitalisme. Vous allez beaucoup plus loin, vous dites que la démocratie est inféodée au capitalisme. Absolument. Et que donc on ne peut pas du tout compter sur le système démocratique pour réformer le capitalisme. Mais absolument, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit tous les jours. Où voyez-vous qu'il n'en a même pas le projet. Les politiciens démocrates aujourd'hui n'ont nullement le projet de sortir ou de transformer le capitalisme. Je n'ai jamais entendu aucun d'entre eux le dire, simplement le dire. Oui, notre président a dit à un moment, mes ennemis, c'est les financiers. Aujourd'hui, il semble que ce soit quand même ses plus grands amis. Donc c'était une parade électorale. En réalité, la contradiction dont parle mon ami Marcel Gauchet, je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Je vois une homogénéité profonde entre le régime parlementaire et représentatif et l'expansion du capitalisme. Et je le comprends très bien, puisque finalement, ce que le capitalisme demande aux individus, c'est de se comporter justement comme des individus. C'est d'être des individus mus et développés par leurs intérêts. C'est la doctrine libérale, depuis toujours. Et la politique parlementaire, c'est ça. C'est des gens qui vont voter une fois tous les 4 ans, en fonction de quoi? En fonction de ce qu'ils s'imaginent être leurs intérêts. C'est donc une clientèle préformée pour le développement du capitalisme. Et de ce point de vue-là, démocratie ne signifie rien dans ce cadre-là, d'autre que être en réalité interne, déclarer qu'on est interne à l'organisation sociale dominante. C'est pour cela que personne n'attend du capitalisme autre chose qu'un soutien, une bénévolence à l'égard de cette démocratie dont il n'a tiré que des privilèges jusqu'à présent. Alors, oui, il est évident que cette loi a été votée d'une façon antidémocratique, ça a été dit tout à l'heure, notamment à propos du Sénat, où les choses se sont passées d'une façon telle qu'en réalité, on a la certitude qu'il y a eu un accord entre le groupe de l'UMP et puis le Parti Socialiste pour faire en sorte que seul un vote à main levée intervienne. Ça, c'est clair. Alors, comment faire pour revenir en arrière? Tout d'abord, je crois qu'il faut préciser que l'abrogation de cette loi est parfaitement possible sur le plan du droit interne, c'est-à-dire du droit français. On ne peut pas remettre en cause les droits acquis de ceux qui se seront mariés entre-temps, mais on peut parfaitement mettre fin à l'application de la loi. Il n'y a aucune difficulté juridique sur ce point. Aucune difficulté juridique sur ce point. Cela dit, je dis en droit interne, parce qu'il y a le droit européen, et il y a notamment le traité de Lisbonne. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que, aujourd'hui nous sommes, je l'ai dit à plusieurs reprises, à un tournant absolu.
Et je ne crois pas aux demi-mesures. Je me souviendrai toujours de la phrase de Lénine qui disait « 2 pas en avant, 1 pas en arrière ». Nous devons dire non sans admettre de compromis sur une question aussi fondamentale que l'union entre un homme et une femme constatée et institutionnalisée par l'État, dans une institution. C'est pour cela que, en dépit de toute l'amitié que j'ai pour Frigide, c'est vrai que je suis absolument convaincu que subordonner le combat pour l'abrogation de cette loi à la mise en œuvre d'une alliance civile, ça ne va pas. Et qu'il faudrait, j'espère qu'elle y viendra, qu'elle renonce à ce deuxième point pour se consacrer uniquement à l'abrogation. Alors, je demande la parole dans une seconde. Alors, oui, mais bien sûr. Alors, ce que je voudrais dire à propos de la façon de revenir en arrière, nous avons un gros problème avec le droit européen. Mais nous sommes là aussi confrontés à une situation où c'est oui ou non, où il n'y a pas de compromis possible. Je m'explique. En 2005, la Constitution européenne a été rejetée par référendum, en France. En 2008, février 2008, le même texte, à la virgule près, c'est ce que je démontre dans mon livre, que certains d'entre vous pourront se procurer à la sortie, le même texte est adopté par le référendum, en violation absolue de la souveraineté nationale et de la souveraineté par le Parlement. En violation absolue de la souveraineté, puisque jamais le Parlement ne peut évidemment remettre en cause un référendum. Et donc nous avons une imposture d'une taille immense, sans précédent dans l'histoire constitutionnelle de notre pays. Le drame, c'est que même si nous faisons voter par référendum un texte qui irait contre la loi Taubira, en l'état du traité de Lisbonne, ce texte, même adopté par référendum, sera écarté d'un revers de main par les juges. J'étais, il y a encore 2 mois, président de tribunal. J'en ai démissionné à cause de la loi Taubira. Donc je vais au bout de mes idées, au bout de mes convictions. Et en fait, je peux vous garantir qu'un magistrat français ne peut pas faire autrement, compte tenu du traité de Lisbonne, qu'écarter un éventuel projet constitutionnel qui aurait été adopté contre la loi Taubira, compte tenu du droit européen. Parce que, dans le traité de Lisbonne, vous avez également la charte des droits fondamentaux, qui dissocie complètement la notion de mariage de la dualité homme-femme, qui dit simplement tout citoyen a le droit de se marier et on ne peut faire aucune discrimination à raison de l'orientation sexuelle. Vous mettez les deux ensemble, c'est le mariage homosexuel. Et donc, si nous adoptons un texte, le droit européen nous obligera à le jeter à la poubelle. Nous devons faire tomber le traité de Lisbonne. Et nous pouvons le faire tomber. Et nous pouvons le faire tomber. Et ce que je veux vous dire est important. Je suis le seul à avoir le courage de le dire pour l'instant, mais je vous le dis avec la compétence qui est la mienne sur le plan du droit public, c'est que ce traité de Lisbonne n'est en fait jamais entré en vigueur. C'est-à-dire que personne n'a le courage de dire qu'il ne s'applique pas en droit. Or, il n'a pas à s'appliquer en droit, et je vais vous en donner la démonstration en 2 mots, puisque je suis là également pour vous informer. C'est très simple. Lorsque le texte a été adopté en 2007, il a été ratifié par tous les pays de l'Union européenne, sauf l'Irlande. Parce que l'Irlande devait le ratifier par la voie du référendum, et elle a dit non. Qu'a fait l'Union européenne? Elle a négocié avec l'Irlande, et au bout de 2 ans, le 4 octobre 2009, l'Irlande, à 54% des voix, cette fois-ci, a adopté le texte. Le texte? Non. Un autre texte, dans lequel il y a des différences majeures sur la présence d'un représentant de la France à la Commission européenne, sur la politique fiscale, sur la politique en matière de défense nationale. Des différences majeures. Or, un principe fondamental en droit international comme en droit européen est qu'un texte, un traité, ne peut entrer en vigueur que s'il est ratifié à la virgule près, dans les mêmes termes, par tous les États. Or, la France, comme aucun des autres États, n'a jamais ratifié le texte tel qu'il a été modifié par l'Irlande. Donc ce traité aujourd'hui est appliqué alors qu'il n'est jamais entré en vigueur. C'est une deuxième forfaiture sans précédent dans l'histoire. Et bien là aussi, il n'y a pas de compromis possible. Nous devons dire non. Nous ne devons pas négocier sur des éléments secondaires, nous devons dire non. Et je terminerai simplement sur cette affaire de compromis, très brièvement, pour citer Jean Jaurès au début du siècle. Lorsqu'ils ont proposé, comme il le disait, d'éteindre les étoiles qui étaient dans le ciel, de renverser la société française telle qu'elle était. Et il a dit, mais les gens qui étaient en face de nous, est-ce qu'ils ont discuté sur les principes fondamentaux? Est-ce qu'ils ont opposé principe contre principe? Est-ce qu'ils ont opposé réalité contre réalité? Non. Ils ont discuté sur des points secondaires. Ils ont trouvé des éléments secondaires pour ne pas attaquer frontalement. Et c'est grâce à ça que nous avons gagné. Grâce à la technique du 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Eh bien, nous disons aujourd'hui,
Vous avez peut-être fait 2 pas en avant, peut-être 10 depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 50 ans, et bien désormais nous allons les faire en arrière, ou plutôt nous allons les dépasser en faisant en sorte que la société soit à nouveau ce qu'elle doit être, en respectant la loi naturelle et la séparation fondamentale qu'il y a entre les hommes et les femmes. Désolé, je suis entièrement d'accord, sauf qu'on est dans une société qui aujourd'hui souffre énormément et qui est surtout totalement manipulée par les médias et l'idéologie dominante. Alors, monsieur le président, si je puis encore m'appeler, mais tu seras toujours président. Je voulais vous dire, enfin je veux te dire, qu'il n'est pas possible, dans l'état actuel de violence que cette loi a ouverte, de continuer à réclamer cette... Imaginez que derrière que réclamer l'abrogation de la loi, on est considéré comme des salopards, des homophobes, des gens d'extrême droite. Vous comprenez? Je suis une salope, une homophobe, une bonne femme d'extrême droite. Vous comprenez? Donc, on ne va pas continuer à se faire insulter alors qu'on a raison sur l'altérité sexuelle, l'homme et la femme. Mais aussi, comment on s'en fout? Mais on s'en fout pas. Vous ne pouvez pas réclamer des choses en mettant le pays à feu et à sang. Il faut d'abord apaiser, se rendre crédible, se mettre au niveau de cette société qui a accepté le couple homosexuel. C'est ce que je voulais vous dire. Nous irons, pour redire la vérité, nous irons aussi dire que la vérité, c'est aussi des gens qui n'ont pas choisi d'aimer la personne en face d'elle parce qu'elles ne peuvent pas. Voilà. La méthode n'est pas la même, cher André. Ça n'a rien à voir avec le respect de ces personnes. Eh bien si, justement, car aujourd'hui, dans l'opinion publique, reconnaître le couple... Écoutez-moi, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas d'accord, vous allez à la manif pour tous. Voilà ceux qui sont d'accord. Nous avons une vision de la société différente une fois la loi votée. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, compte tenu de l'opinion publique généralisée, à 90%, d'ailleurs, pourquoi ils étaient si nombreux dans la rue? Puis-je vous dire? Pourquoi ils sont venus des millions? Il n'y avait pas que des catholiques, excusez-moi, j'aurais adoré que vous soyez si nombreux, mais vous ne l'êtes pas, vous étiez très très nombreux, mais quand même, il y avait, et je le sais puisque moi j'en connais des tas qui sont venus, que j'ai convaincu, mon frère n'est pas catholique, mes cousins ne sont pas catholiques, mes amis ne sont pas catholiques, ils sont tous venus. Eh bien c'est qu'ils n'ont pas eu peur parce qu'ils ont pensé et ils ont eu raison qu'on ne discriminait pas les couples homosexuels. Vous comprenez? Nous avons fait sauter la présomption d'homophobie, c'est pas la peine de la remettre maintenant en disant plus rien pour eux. Voilà. Et c'est fondamental. Je vous donne le moyen de réussir. Il suffit aujourd'hui de vous dire que nous allons faire ça en douceur et en profondeur pour leur mettre profond. Voilà. Et on reviendra sur la loi quand il ira. Vous pensez qu'on peut envisager que la règle de la démocratie, c'est-à-dire l'acceptation par la minorité des choix de la majorité, puisse se faire dans un ensemble nouveau qui serait cette Europe si les peuples n'ont pas pensé au départ qu'il en serait ainsi? Dites-moi, madame. Vous pensez qu'on peut les piéger comme ça? Qui n'a pas été d'accord. Alors, comment faudrait-il faire? Comme l'Angleterre l'a fait pour le traité. Oui, très bien. Très bien. Voilà, eux, au moins, ils ont bien négocié. Alors moi, je suis tout à fait favorable au traité de Maastricht s'il n'y a pas l'union monétaire, s'il y a une politique particulière pour les visas, si le Parlement britannique, si notre Parlement était dans la mesure, comme le Parlement britannique, d'émettre non seulement un vœu, mais de prendre une décision avant que la décision européenne soit prise. Donc si rien ne change, en un mot. Mais pas du tout. Simplement le progrès. Vous savez, je comprends que les fédéralistes, encore une fois, dans pratiquement tous les domaines de la vie des peuples, les décisions seront prises sur proposition d'une commission composée de fonctionnaires et à la majorité d'un conseil, c'est-à-dire de telle manière qu'une décision puisse imposer à un État qui n'a pas été d'accord. Alors comment faudrait-il faire? Comme l'Angleterre l'a fait pour le traité. Oui, très bien. Très Bon. bien. Voilà, eux, au moins, ils ont bien négocié. Alors moi, je suis tout à fait favorable au traité de Maastricht s'il n'y a pas l'union monétaire, s'il y a une politique particulière pour les visas, si le Parlement britannique, si notre Parlement était dans la mesure, comme le Parlement britannique, d'émettre non seulement un vœu, mais de prendre une décision
avant que la décision européenne soit prise. Donc si rien ne change, en un mot. Mais pas du tout. Simplement le progrès. Vous savez, je comprends que les fédéralistes piégeurs soient impatients. Les peuples n'aiment pas l'impatience. Les peuples aiment comprendre. Je trouve qu'il y a une grande condescendance et un grand mépris de la part de ceux qui pensent qu'on peut traiter les peuples comme des enfants à qui on ferait prendre de l'huile de foie de morue dans une gélule qui n'a pas de goût, en disant « c'est pas grave mon petit, et puis de toute manière c'est pour ton bien », et en pensant qu'une fois qu'il l'aura dans la bouche, il l'avalera et que ça lui fera du bien. C'est pas vrai. Je crois qu'il faut parler à la raison. Je crois que lorsqu'on s'engage dans des voies aussi lourdes de conséquences que celles qu'on évoquait tout à l'heure, qui est la défense, il faut que les peuples soient d'accord. On va y revenir dans un instant. Vous pensez qu'on peut envoyer des gens se faire tuer s'ils n'ont pas accepté au départ ce risque-là? Vous pensez qu'on peut envisager que la règle de la démocratie, c'est-à-dire l'acceptation par la minorité des choix de la majorité, puisse se faire dans un ensemble nouveau qui serait cette Europe si les peuples n'ont pas pensé au départ qu'il en serait ainsi? Dites-moi, madame. Vous pensez qu'on peut les piéger comme ça? Ses composantes. Ce n'est pas mon fait si le débat constitutionnel et le débat sur l'avenir européen sont étroitement imbriqués, le projet de révision venant avant le projet de ratification. Alors autant en convenir déjà entre nous, vous l'avez déjà fait, messieurs les ministres, implicitement cet après-midi, il n'y a en vérité qu'un seul débat. Un seul débat qui ne peut être découpé en tranches successives. Et comme ce débat sera clos, dès lors que nous nous serons prononcés sur le projet de révision,
autant l'entamer tout de suite et dans sa totalité. De même, et sans vouloir verser dans un manichéisme que je réprouve, il nous faut également convenir qu'il n'y a rien à amender. Plutôt que de procéder à un toilettage minutieux de nombreuses dispositions constitutionnelles, vous avez préféré pratiquer une sorte de lessivage à grande eau. À ce qui aurait pu passer pour une naïveté coupable, vous avez ainsi préféré le risque de l'astuce. Il est vrai que sinon, vous auriez été contraint de modifier 9 articles au moins du texte constitutionnel, dont certains sont particulièrement sensibles et symboliques. Vous auriez été contraint de surcroît, et en toute logique, de déconstitutionnaliser la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous avez reculé, et l'on vous comprend. Au point d'ailleurs d'esquiver vos responsabilités dans la dénomination même du projet qui nous est soumis. Il ne s'agit même pas, si je m'en tiens à son libellé, d'un projet de loi de révision, mais d'un projet de loi constitutionnelle ajoutant à la Constitution un titre supplémentaire. Je ne peux évidemment applaudir à cette démarche, mais je reconnais que cela ne change rien au fond. Je vous concéderai même que ce blanc-seing que vous sollicitez est en cohérence avec les perspectives que vous ouvrez. Je vous rejoins donc quand vous affirmez que Maastricht n'est pas renégociable. Et on ne changera pas le traité par le biais d'une manipulation de la révision constitutionnelle. Toutes les garanties, précisions, corrections, conditions dont on nous parle relèvent à mes yeux de l'illusion. La révision, la ratification, c'est à prendre ou à laisser. C'est assez dire qu'il ne m'est pas possible de séparer l'appréciation constitutionnelle de l'analyse critique des accords. Dès lors qu'on nous demande de changer la Constitution dans le seul but de ratifier le traité de Maastricht, nous ne pouvons nous prononcer sur la réforme constitutionnelle sans mesurer à quoi nous engage ce traité. Ce faisant, je me plie, je n'ai guère le choix, à la procédure, à la méthode imposée par le président de la République. L'inconstitutionnalité que je soulève est du reste inséparable du regret que suscite en moi le non-recours à l'article 11 de la Constitution qui impliquait le référendum direct. Allez dire à d'autres, pour justifier ses habiletés tactiques, que la procédure de l'article 89 rend sa dignité au Parlement. Convenez que l'argument est plutôt singulier au moment où l'on nous demande de diminuer encore le pouvoir réel du Parlement. Muss ich sagen, das ist der 18 Uhr Jubel um den Spitzenkandidaten Jan Bollinger, der da im Konfettiregen untergeht, und Glückwünsche von Frau Weidel, wenn ich das richtig sehe.